débrief. On est aux couleurs du Pays de Galles. Bienvenue à tous sur TT Rugby. Bah allez, let's go. Je vais commencer rapidement. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, les deux joueurs que je voulais mettre en lumière ce soir, c'était les deux numéros 7 de chacune des équipes. Les open side flanqueurs, donc Justin Tipuric côté gallois et Charles Olivon côté français. Et je vous ai mis là quelques petites stats que j'ai trouvées évocatrices tout au long du tournoi. Donc même si évidemment Charles Olivon a encore un match à jouer, c'est que déjà ces deux joueurs qui ont joué toutes les minutes de tous les matchs auxquels ils ont participé. Donc Tipuric évidemment 5 x 80 400 et Olivon 320 minutes en attendant le match de ce week-end et ensuite j'ai choisi quelques petites statistiques qui pour moi mettent en valeur les qualités de chacun, comment ils s'utilisaient dans chacun des dispositifs et vous allez voir que ça a eu un impact assez important sur le match de samedi dernier. Donc 60 ballons touchés par Tipuric, 39 par Olivon, on va comprendre les raisons. Le nombre de mètres parcourus ballon en main, 134 pour Olivon, 112 pour Tipuric. Donc globalement, euh, vous comprenez bien que ils ont des rôles déjà différents parce qu'il y en a il y en a un qui touche quand même le ballon deux fois moins mais qui gagne quasiment plus de mètres. Le nombre de passes aussi assez évocateur. 37 passes pour Tipuric, 15 pour Olivon et enfin un rôle qu'ils ont évidemment en conquête tous les deux de par leur profil. C'est des gros preneurs en touche, notamment Olivon où nous on a peut-être un alignement avec un petit peu moins de variété en termes de sauteurs, avec 18 touches captées là jusqu'à aujourd'hui et en attendant le match de vendredi et 11 pour Tipuric, donc deux tours de contrôle assez importantes dans les alignements, dans leur alignement respectif. Il y a une petite il y a deux petites données que j'ai pas rajoutées là, que je viens de voir que j'ai oublié mais que je vais vous donner à l'oral. C'est les mensurations de ces deux joueurs et vous allez voir que elles sont un peu différentes malgré qu'ils jouent au même poste. Tipuric c'est 1m88 pour 100 kg, donc un profil relativement léger pour son poste. Et vous allez voir que Olivon c'est 1m98 pour 115 kg, donc on a déjà une petite différence un peu morphologique et vous allez voir que ils jouent au même poste mais leurs rôles sont bien différents et voilà, et on optimise vraiment à chacun leur qualité. Donc voilà, là les premières images, je vous l'ai dit, c'est vraiment les tours de contrôle en touche. Tipuric, vous allez les suivre de manière assez simple et oups, excusez-moi, vous pouvez le suivre de manière assez simple avec son casque bleu là qui rentre dans la touche. Voilà, ses qualités de sauteur très explosif, comme ses qualités de joueur, beaucoup de sauts en intention sur la vitesse. Euh, Là, le premier saut euh, en faveur des Gallois. On va en voir un deuxième et en fait on va se rendre compte que ces deux joueurs sont sur le même registre en touche. On utilise un peu leur explosivité, leur vitesse de saut. Voilà, pareil là en intention dans une zone faible pour aller vite et haut. Vous remarquerez que deux fois il lance un ballon porté après que Tipuric ait sauté. Est-ce que c'était voulu ou pas? Vous allez dire que Olivon c'est la même chose. Olivon prise de balle en touche, donc très peu de mouvement, on utilise leur capacité de déplacement et de réactivité. Et on enclenche un ballon porté après Olivon. Et vous allez voir que sur la dernière touche de Charles Olivon, ça va être encore un ballon porté enclenché. Voilà, peu de mouvement, tac, vite en haut. Et du coup, ça permet aux Français d'avoir. Enfin, à chacune des formations, ils utilisent ces joueurs-là. Ben, vous avez vu sur des zones en plus importantes, de zones de marque. Pour avoir des ballons en conquête facilement et c'est vraiment un peu leur référence et leur valeur sûre dans chacun des alignements sur lesquels ils se reposent. Donc ça c'était pour la partie un peu conquête. Euh, Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le jeu courant et sur comment ce joueur comment Justin Tipuric est utilisé par les Gallois et qu'est-ce que ça traduit de leur état d'esprit. Donc ce que je vous invite à le suivre dans cette séquence qui est la deuxième séquence du match, qui est la première séquence du match qui est très longue. Je l'ai encerclé en rouge et moi ce que je voulais mettre en lumière c'est que en comparaison à Olivon, c'est un joueur qui a un déplacement un volume de déplacement bien plus fort. Donc là, il reste dans sa zone dans un premier temps. Vous allez voir qu'ensuite, il va traverser le terrain de long en large et ses zones d'intervention vont être multiples sur le terrain. Donc là, il est une fois au centre, il était sur le premier ruck. Là, il est maintenant une fois au centre du terrain. Vous allez voir que là, il se redéplace dans les 5 mètres sur un nouveau ruck. Vous allez voir qu'il va continuer à suivre le ballon, rester dans l'axe, se rendre disponible dans le sens que là je l'ai mis du coup en accéléré, il va se proposer à l'intérieur du premier attaquant. Donc vous voyez que Josh Adams, qui est le premier attaquant gallois, lui dit de se positionner à l'intérieur. Il va être une super menace intérieure qui va permettre quasiment un franchissement gallois. Donc encore une zone d'intervention, même si c'est du jeu sans ballon, qui est hyper pertinente. Donc encore une zone d'intervention lointaine.
Et voilà, cette fois-ci, bon voilà, en zone de marque, on se rapproche un petit peu plus, on est un petit peu moins amené à bouger. Mais vous avez vu déjà qu'en une seule séquence, il a été amené à traverser le terrain deux fois dans la largeur. Et que là encore une fois, il va retraverser le terrain pour se rapprocher de ses avants. Et les Gallois qui vont finir par marquer sur cette séquence. Mais voilà, Tipuric il a participé à au moins 5 actions, qu'il ait requé, qu'il ait porté le ballon, qu'il soit porté au soutien du porteur de balle, et à chaque fois à des endroits différents du terrain. Et c'est pas toujours ce qu'on demande au troisième lignel, vous allez le voir après un peu plus tard avec Olivon. Et donc je trouve que cet extrait il mettait vraiment en valeur sa capacité de déplacement en plus, que c'était un joueur qui se déplaçait énormément et qui du coup avait une activité de dingue en fait, et qui en plus est relativement très efficace. Dans la séquence suivante, moi le lien que je voulais faire avec les stats que je vous ai donné, notamment sur le nombre de passes qui est très élevé pour un troisième ligne et par rapport au nombre de ballons touchés, c'est que Justin Tipuric est un joueur extrêmement intelligent, c'est un très très bon rugbyman en fait, tout simplement, c'est pas juste un plaqueur, et du coup il est vraiment utilisé dans le système de Wayne Pivac comme un troisième centre. C'est quasiment, il y a 12-13, il y a 14, et ben lui ce sera un peu 13,5, c'est un joueur supplémentaire, un joueur hybride qui est utilisé quand les trois quarts ne sont pas disponibles dans la position d'un trois quarts. Donc c'est les vrais. Là vous allez voir que sur ce lancement de mêlée au centre, vous allez le suivre là qui est encerclé en rouge. Et donc forcément dans ce ruck ou mêlée au centre, on va avoir beaucoup de trois quarts à la conservation. Donc là on a Jonathan Davis et un ailier. Il reste que Bigard. Il reste Bigard qui est dans le fermé. Et lui, il va occuper ce poste dans le dos de la première cellule d'avant qui est après Bigard, comme le ferait un 12. Et du coup, on va directement repasser par lui. Et il va avoir un rôle de distributeur, de manipulateur pour aller chercher les extérieurs. Et ce qui fait qu'avec Liam Williams plus Rhys Zamit, ça permet de déplacer le ballon très rapidement. Et donc en plus, la situation est super bien lue de la part des Gallois, parce que Dulin qui est en retard sous la couverture, qui a fermé le bout de ligne, là-bas vous l'avez remarqué, qui a fermé le bout de ligne un peu longtemps et qui s'est un petit peu endormi. Du coup, il va être en retard sur la couverture de l'autre côté. Et le fait qu'on ait pu déplacer le ballon rapidement avec des mains, Rhys Zamit joue au pied dans un espace libre. Et finalement, les Gallois regagnent un lancement à 10 mètres de la ligne. Voilà. Et donc, c'est toujours toujours là où cet extrait met en lumière. Vous allez voir après, on va le voir sur le fait que c'est le troisième centre de l'équipe, c'est le joueur manipulateur. Encore un départ sur mêlée. Et vous allez voir, même chose. Euh, on prend le centre du terrain aussi. Et là, c'est lui qui va prendre le ballon en premier attaquant et qui va jouer la relance de jeu en position de numéro 10 quasiment, et qui va donner dans le dos à Bigard et qui va permettre au jeu de rebondir rapidement avec une grosse, enfin voilà, vous l'avez vu comme moi, qualité de course très bonne, il joue proche à ligne d'avantage, qualité de passe parfaite, et ce qui permet encore aux Gallois de se provoquer une situation très favorable. Et vous voyez encore la capacité de déplacement après avoir fait la passe, un petit peu à la Antoine Dupont qui traverse la défense comme ça. Et donc vraiment cette capacité à se rendre disponible dans le jeu pour les Gallois, c'est quelque chose qui leur est cher. Quand on avait analysé les attaques des équipes du Six Nations, enfin des équipes que la France avait rencontrées, on avait mis en lumière ça, que les avants vraiment, donc lui, Faletao, le numéro 4, Adam Bird, ont des rôles hyper importants dans le jeu. Ah, peut-être que le chat est revenu, Étienne, le test est passé. Cool. En tout cas, si envoyer des messages, on voit si ça fonctionne. Euh, et voilà, ça colle très bien à la volonté qu'ont eu les Gallois dans ce tournoi quand même de produire du jeu, de faire rebondir le ballon loin sur les extérieurs, d'aller dans les espaces, et on utilise tous les joueurs sur le terrain, quel que soit leur numéro dans le dos. Et pour finir, sur Justin Tipuric, ah, c'est bon, a priori le chat est bon. Ah, ça fait plaisir de vous entendre parce qu'on se sentait un peu seul quand même. Vous êtes un petit peu notre Ouais. compagnie. Ouais. Salut Sipanos, salut Batwoo, Vitality Forza Ferrari, Etienne, les fidèles sont au rendez-vous. J'espère que ça va les gars. En tout cas, Nico, le coq ovale, nickel. Vous êtes tous au rendez-vous, c'est un régal. Bon, on espère que le son était bon. David, Laser, merci. Et donc pour finir pour Justin Tipuric, donc on a mis en lumière ses qualités de distributeur et de troisième centre. Et vous allez voir que sur cet extrait c'est encore plus fort. Parce que cette fois-ci, en position de deuxième attaquant, c'est lui qui va jouer au pied dans l'espace libre, à la manière à la manière comme on voit Ficou le faire, et qui va provoquer l'essai gallois. Et regardez, il est quasiment, il aurait pu marquer lui-même. Et donc, je vous parlais de
de Bird, le numéro 4 qui est là en position de 10, euh, qui fait absolument son travail. Et là voilà, Tipuric, ça met en lumière toutes ses qualités. Prise d'info, on voit que Dulin tout en bas de l'écran est en retard. Encore une fois sous la couverture. Et malgré le fait que Vakatawa monte fort, il arrive à sortir ce petit jeu au pied du droit. Extérieur du pied dans l'espace. Enfin, je veux dire, c'est assez exceptionnel quoi. Pour un troisième ligne, en tout cas, moi je trouvais un geste de très très grande classe et qui permet voilà, de provoquer une nouvelle fois une situation favorable. Toujours un dernier petit point sur Tipuric quand même. Et surtout en plus sur la stratégie galloise qui a été extrêmement intelligente. Et vous l'avez sûrement vu sur Twitter. Moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la vidéo de Geraint Davis, qui est un analyste anglo-saxon qui fait beaucoup de vidéos d'analyse rugby, etc. Que vous suivez sûrement si vous êtes là ce soir et qu'on vous recommande chaudement. Cette fois-ci, en défense, l'intelligence de Tipuric, vous allez voir la manière par laquelle elle a été mise en valeur. Donc là, je l'ai entouré par le cercle rouge. On a une sortie de camp galloise. Et là, on se retrouve dans une situation classique de contre-attaque. Et Antoine Dupont, ministre de l'Intérieur, vous savez tous maintenant ce qu'il fait, c'est que au lieu de courir, il est juste au-dessus du cercle rouge dans lequel Tipuric est encerclé. Au lieu de courir vers son camp, il anticipe le franchissement et il reste derrière le rideau. Et regardez bien ce que va faire Tipuric. Il va faire un marquage, donc là on voit Halloween Jones qui lui signale, et il va faire un marquage individuel sur Antoine Dupont. Et en fait, il va pas rejoindre la ligne défensive, il va directement faire un marquage à la culotte, tout simplement. Et il va suivre Dupont au cas où il y a franchissement et il y a remise intérieure. Et on n'a pas le son de l'extrait, mais je vais vous le remettre un petit peu en arrière. Mais là, vous voyez, bon alors il y a la tête de Tipuric en bas à gauche de votre écran, de l'image, et il y a Josh Adams, l'ailier qui monte. Et vous allez voir qu'il il tend son bras en regardant. Et Halloween Jones va reprendre le message en disant faites gaffe les mecs. Enfin, Tipuric fait gaffe. Dupont, il va être à l'intérieur s'il y a un franchissement, notamment sur contre-attaque, parce que nous on est quand même des bons contre-attaquants de manière générale, les équipes se méfient de nous. Donc, au lieu de rejoindre le R1, tu défends le R2 et en fait tu fais un marquage individuel sur ce joueur quoi. Et j'ai trouvé ça à la fois sur la stratégie, euh, j'ai trouvé ça trop fort. Enfin, moi j'ai adoré en tout cas. Et vous allez voir que là j'ai mis un deuxième petit extrait pour vous dire que évidemment que ça s'est reproduit dans le match. Tipuric est souvent dans une situation proche des rugs, mais il plaque beaucoup d'activités. Et regardez bien là, le jeu va aller dans le dos. Antoine Dupont va commencer à traverser et Tipuric pareil, il ferme pas l'intérieur mais il glisse dans le second rideau. Il va aller chercher à le suivre ici à l'intérieur pour casser ce relais de Dupont. Et en fait, la situation, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu de franchissement. Enfin, s'il y a eu le petit jeu au pied par-dessus et Tipuric était de l'autre côté du terrain, du coup il n'a pas pu le faire. Mais il n'y a pas eu de situation où Dupont a pu prendre le ballon et j'aurais bien aimé voir si Tipuric aurait pu être au rendez-vous en fait. Parce que clairement la stratégie était identifiée de se dire que Dupont, il y a des situations de franchissement fortes et bah je suis Dupont, je fais un marquage en 1-1 et je le laisse pas filer tout seul derrière la défense pour qu'il puisse, faire sa vie quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça brillant pour être tout à fait honnête. Et du coup, on a pas mal parlé de Tipuric, je vais quand même parler un peu d'Olivon, qui est aussi un grand joueur et qui est très très déterminant dans ce tournoi. Euh, euh, voilà. Et ben voilà, j'y suis. Excusez-moi, je me suis un petit peu endormi sur mes histoires. Donc, tout à l'heure, on a mis en lumière capacité de déplacement de Tipuric, numéro 7, d'habitude, des joueurs habituellement un peu dans les couloirs, les troisième lignels, les talonneurs, etc. Et donc ce qui n'était pas le cas. Et là, on va voir qu'Olivon, du coup, il a ce rôle un peu plus classique de joueur de couloir que je vous ai surligné ici dans le cercle bleu, et qu'en fait, lui, ses zones d'intervention vont être bien plus limitées. Donc elles vont être soit au centre du terrain comme il le fait là, soit l'aile qui vient de quitter, vous allez voir qu'il va s'y replacer assez rapidement, mais il va jamais traverser le terrain de long en large. Mais pareil, c'est un joueur plus lourd, donc est-ce qu'il a intérêt à courir autant que Tipuric? Peut-être pas, et bien du coup, voilà, et lui, il a cette mission toujours de rester dans les 15 mètres, ou à l'approche des 15 mètres, pour garder toujours des surnoms dans les extérieurs. Vous allez voir que là, c'est quasi payant, malgré la mauvaise passe de Jalibert. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière dans l'émission contre l'Angleterre. Il avait été beaucoup utilisé pour viser George Ford dans cette zone des 15 mètres. Et donc du coup lui il a un rôle un peu plus classique. Mais vous allez voir ce qui est, j'ai trouvé très fort, ça va être sa capacité à sortir de ce rôle là au moment opportun en fait. Et comment tous ces joueurs là s'appuient
toujours sur la lecture, sur la prise d'infos. Ils prennent des informations tout le temps et ils s'adaptent tout le temps. C'est-à-dire qu'on a beau lui dire tu restes dans les 15 mètres, c'est un principe. Ils sont tout le temps capables de dire ok, là c'est le moment d'y être, là c'est pas le moment d'y être, etc. Et vous allez voir que je trouve qu'Olivon est un exemple parfait là-dessus. Donc là vous avez bien vu cette montée de rester sur la droite du terrain. Là je voulais sur l'essai de Dulin, vous allez voir. Donc là, on est parti d'une mêlée à gauche, on est un de moins sur le terrain, et vous allez voir qu'il va être extrêmement intelligent, c'est qu'il va se rendre compte qu'il y a déjà 6 avants au centre du terrain, au premier poteau. Donc là, vous voyez Jelonche, JB Gros, Marchand, Willem C, Rebadge et Antonio. Et lui, il va de lui-même quitter cet espace, parce que c'est un espace qui est déjà occupé. Et vous allez voir que quelques temps de jeu plus loin, c'est lui qui va amener la passe, du coup en occupant la largeur comme il vient de le faire. C'est lui qui va être le dernier passeur pour faire marquer Dulin, et qui va entamer la remontada, on va dire. Même si j'aime pas ce mot parce que pour moi il est traumatisant, mais qui va entamer, on va dire, la remontée. Et enfin, pour mettre en lumière une dernière fois cette intelligence de placement et cette capacité à prendre des infos, c'est la dernière action du match, donc vous la connaissez par cœur. On est un de moins, donc on a que 7 avant. Là, vous le voyez se replacer sur la largeur. On rentre dans cette zone de marque très chère, c'est 22 mètres, où du coup en général on resserre le jeu et on a cette volonté de jouer proche quand on arrive proche de la ligne, etc. Ntamak commence à sentir que ça s'ouvre sur l'extérieur. Vous voyez que là, signe de la main, regardez, ça commence à s'ouvrir. Olivon vient se rapprocher pour correspondre à ce jeu en zone de marque, d'autant plus qu'on est un avant de moins. Vous avez vu la manière dont il tourne la tête juste là, sur la prise d'info, là juste maintenant. Et du coup, ça permet de se connecter à la communication d'Entamac qui était précédemment. Et c'est lui, évidemment, du coup, qui va être passeur quasiment décisif. En fait, bon, même si toutes les passes sont décisives sur cette action, mais c'est lui qui va initier cette action avec ce jeu dans le dos. Parce que, excellente prise d'information. Parce que là, au lieu de rester dans son couloir comme il aurait pu le faire, comme il l'était au début, il vient rejoindre les avants pour refaire un bloc de 3 et permettre de refixer la défense. Et ce qui fait que comme Dentamac, plus sa prise d'infos, etc., et ben, ça amène l'essai que vous connaissez tous maintenant, qui est magnifiquement bien négocié en bout de ligne en plus. Mais C'est très bien c'était une parce que transition ça fait parfaite. la transition naturelle. Alors, on avait dit avec Briac qu'on allait se focus justement sur des duels au cours du match. Et justement, le duel sur lequel moi je me suis concentré, c'est le duel entre Liam Williams et Dulin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que au final, deux équipes qui réussissent plutôt bien dans le tournoi ont deux systèmes vraiment différents. En voici quelques-unes. Ce qu'il faut juste retenir là de ces données-là, c'est que Dulin est déjà beaucoup plus sollicité, et notamment par des passes. Donc on voit marqué nombre de ballons par la main. Donc c'est traduit un petit peu, c'est une traduction un peu brute de l'anglais. Mais en fait, Dulin voilà, touche beaucoup plus de ballons, notamment sur des passes. Euh, et on voit que ben, c'est un joueur ouais, qui a une activité qui réalise un nombre de passes aussi assez important par rapport à Liam Williams, ce qui au final va alimenter mon propos dans les vidéos que vous allez voir, puisque finalement ben, ça montre bien que ce sont deux joueurs qui sont utilisés vraiment différemment. Yes, je t'envoie les images dans 2 secondes. Tac, tac. Avant de, bah tiens, bah alors si vraiment alors si on Ça n'envoie va pas les arriver, images de ça va suite, on peut arriver. demander au chat s'ils ont une idée vraiment de la manière dont Dulin est utilisé par le 15 de France. Je sais pas Ah, si vous avez remarqué la manière dont il circule, la manière dont il bouge. tac. Hop, on est pas mal là. On va être bon. Tac, tac, tac. Hop là. Bah si Donc le là, chat, ouais, vas-y. voilà. Donc là, bon, juste au début pour montrer les deux trois duels aériens. Déjà mettre en avant que sur le début de match, les Gallois ils ont pas ménagé Brice Dulin puisque sur les deux premières possessions, les deux fois, ils sont allés très rapidement aller chercher dans sa zone. Et là, il y a ce fameux duel donc entre
Liam Williams et Dulin qui est remporté par Liam Williams. Le paradoxe chez ces deux joueurs, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment très, très forts sur ces jeux au pied là, sur ce type de jeu au pied, au final offensif, qui sont, selon moi, beaucoup plus durs à rattraper. C'est-à-dire que quand on tape une chandelle et qu'on a le ballon au-dessus de la tête pendant qu'on avance, j'ai quand même l'impression que c'est quand même beaucoup plus dur à rattraper que lorsqu'on attaque le ballon et que le ballon est face à soi. Et finalement, au cours de ce match-là, les deux joueurs ont été beaucoup plus en réussite sur ces phases-là. Donc juste pour montrer ça, alors que finalement c'est des gabarits qui sont quand même bien différents l'un de l'autre. Donc deux qualités fortes chez ces deux joueurs-là. Euh, mais ce sur quoi je voulais me concentrer surtout, c'était la manière dont ces joueurs justement avaient l'habitude de circuler. Donc là, déjà un petit focus sur Brice Dulin, qui en fait en équipe de France est utilisé un petit peu comme l'Angleterre a eu tendance à le faire avec Ford et Farrell, c'est-à-dire un deuxième 10, quelqu'un qui est capable de suppléer Jalibert, mais aussi qui est capable, donc là on le voit quand il n'est pas concerné quand il n'est pas concerné, qu'il y a Jalibert qui a annoncé quelque chose, euh, il va aller jouer justement dans ces zones des couloirs, mais on va voir très vite que dès qu'il se relève, il va aller chercher le milieu du terrain et il va se mettre assez régulièrement dans le dos ou en tout cas juste derrière Jalibert ou même en position de premier attaquant comme on peut le voir là. Donc lorsqu'on est dans un couloir, vous allez voir que très souvent, les deux sont alignés l'un derrière l'autre, ou peut-être du l'un un poil plus loin. C'est pour ça que FG, je disais que tu m'avais un peu spoilé, parce que il va y avoir effectivement cette action-là où on va voir que les deux sont au final dans la même zone. Et donc, dès qu'il y a prise du milieu de terrain, on se retrouve avec deux numéros 10 et notamment Dulin d'un côté et Jalibert de l'autre. Donc on voit cette volonté, donc Jalibert qui est dans le sens, et cette volonté de Dulin de très vite se repositionner, se replacer dans cette zone-là. Quand il voit que Jalibert y est, il se met tout le temps derrière soit les avants qui sont au milieu de terrain, soit les centres comme sur l'action d'avant. Et une connexion du coup qui est souvent très forte. Vous avez vu déjà, tu peux arrêter Briac. Vous avez vu déjà en début d'action, on avait vu les deux avants sur l'extérieur avec sur l'extérieur de Jalibert et Dulin qui était dans le dos. Et en fait, c'est quelque chose qui va se répéter constamment, constamment lorsque l'équipe de France Attaquer. va changer de sens. Ce qu'on peut voir, c'est le placement de Penaud. Vous voyez qu'au final, si les rôles n'avaient pas été bien fixés, naturellement, on aurait peut-être poussé Dulin. Euh, et finalement, de suite, il va se mettre un poil plus large pour montrer que voilà, les rôles sont bien définis. C'est bien, c'est bien de l'un en deuxième distributeur, quoi. Donc là, juste pour le mettre en lumière, encore une fois, euh, donc l'avantage d'avoir Dulin et Jalibert en troisième rideau, c'est que de suite, eux, ils peuvent retrouver cette connexion-là. euh, et, euh, et donc avoir une vision sur le jeu, un peu de recul. Et donc sur l'ensemble du match, finalement, on a souvent utilisé ce type de relance-là avec une passe au milieu de terrain, Jalibert qui suivait la balle au cas où il y avait break, et sinon qui se replaçait au milieu de terrain, et Dulin qui reprenait également le milieu de terrain. C'était. Donc là, on va le voir encore une fois. Et donc là, encore une fois, le milieu est pris et on voit que les deux. Donc là, c'était un problème de, un Ouais. problème de, C'était pas le de- bon, pas le non, bon c'est pas lien. le bon joueur. Ouais, mais qui était. Jalibert Ouais, qui il est a ici, juste. voilà. Et Ouais. donc les deux sont dans la zone, et donc Dulin qui est souvent dans cette position de premier attaquant. Ouais, qui apporte pas mal de suppléance. Pas mal de suppléance à Jalibert. Et ce qui permet aussi que, quand ce système un peu à 2-10, que quand on Jalibert en plus un attaquant qui aime bien attaquer la ligne, etc., est pris dans un ruck, t'es sûr d'avoir toujours une solution d'un joueur en avance dispo pour le suppléer. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, Ça fait que tu t'es jamais embêté parce que ton 10 est au sol, quoi. c'est ça, c'est ça. Et finalement, je pense que ça s'explique aussi, comme on le disait,
c'est un choix. On a des profils au centre qui sont pas des joueurs comme on pourrait avoir Farrell. Farrell avec les Anglais. Bon, des Farrell, il y en a pas partout, hein. Euh, et donc, je pense que c'est un choix d'avoir un 15 justement qui est dans ce mood-là, c'est-à-dire qui est utilisé comme un deuxième 10. C'est ce que faisait aussi un petit peu, comment il Boutier. s'appelle? All Boutier, Black. pardon. C'est ce que faisait Boutier et puis évidemment oui, ce que font les Blacks avec là eux ils ont poussé le vice encore plus loin, c'est-à-dire que eux c'est deux vrais 10 qui jouent à ces postes-là. Il y a, il y a pas mal 15 d'expériences comme 8e. ça. Un 15 Voilà. 8e, ouais. Très Non, très c'est un joli 15 15 8ème, 8e. c'est exactement ça. Jalibert et Ntamak dans le système seraient donc pas incompatibles, voire complémentaires. Bah, Jérém, si tu veux y répondre. Effectivement. Alors après, on voit la volonté qu'ont les équipes d'arroser Dulin, certainement parce que c'est un joueur qui est pas forcément le plus grand et je me dis que mettre Jalibert ou Ntamak dans ces positions-là, on a vu que ça les mettait pas toujours, ça leur permettait pas toujours de s'exprimer, notamment parce que toute la partie, ils avaient droit à des ballons hauts. Je pense à l'Autumn Nation Cup où Ntamak, je sais pas combien de duels Mm. il a dû jouer justement contre les Anglais et contre les autres équipes. Donc ouais, ça pourrait être compatible, surtout que Jalibert a l'habitude de jouer en 15 à Bordeaux. Euh, Et j'ai lu qu'ils le faisaient à mais l'entraînement. Je sais plus, j'ai vu que, enfin, en tout cas en conf de presse, je crois qu'ils ont plus ou moins dit, oui, c'est des options qu'on se laisse, d'accord. de ce Ok, que j'ai vu un petit peu. je savais pas. Mais, euh, mais en tout cas, moi il y a quand même plusieurs moments là dans la vidéo où tu vois, on voit bien aussi que quand il y a un ruck au centre du terrain, le fait d'avoir un 10 de chaque côté, enfin un 10, du coup deux premiers attaquants de chaque côté, c'est vraiment puissant en fait. Enfin, c'est vraiment puissant, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder les matchs de la tournée, enfin les matchs comment dire, du rugby championship des Blacks et le Monga Barrett, c'est quasiment que ça, c'est avoir toujours un demi d'ouverture de chaque côté du ruck en fait, même si c'est des petits côtés, ça permet d'avoir des animations dans le dos avec des joueurs qui les jouent très très bien, etc. Et du coup, nous en plus qui jouons souvent un peu les fermés, etc., ça correspond bien à ce... Nous, on est sur une circulation en fait un peu hybride entre ce que font les Blacks et les Anglais. Puisque Ouais. les Anglais, on voit justement très souvent Farrell être quasiment dans l'axe de Ford Ford. et toujours, je pense qu'en plus de ça, Farrell, il a un rôle sur la communication pour aider Ford sur la prise de décision. Et c'est vrai que les Anglais ont tendance à faire ça aussi. Du coup, si c'est entre la néo-zélandaise et entre l'anglaise, c'est à la française quoi. C'est ça. Finalement, géographiquement, Ouais, on est entre les deux, hein. ouais, c'est vrai. Elle est belle celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je te laisse filer la vidéo un peu là, ça va continuer sur... Ouais. pour Donc parler de là, son... ensuite, on va passer sur donc on voit le ministre de l'Intérieur, hein, évidemment. Ah, le seul moment où Tipouri je le suis pas, bing, il C'est marque. ça. Et donc on voit Liam Williams qui est vraiment utilisé chez les Gallois, donc qui est utilisé vraiment différemment comme en fait un breaker, hein, quelqu'un qui a de grosses qualités pour casser les lignes, et finalement qui circule pas du tout comme Dulin, ce qui explique aussi que c'est un joueur qui touche beaucoup moins de ballons. Sur ces séquences-là, donc on voit, c'est un joueur qui reste quasiment tout le temps dans les 15, hein, et qui en bouge pas beaucoup. Euh, qui est intéressant et ce que je trouve plutôt cool chez ce joueur-là, euh, c'est que c'est un joueur qui est très très fort pour jouer son duel avant d'avoir la balle. Hmm. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va très très rapidement plonger dans les espaces, contrairement à Dulin qui lui aura plutôt tendance à jouer son duel une fois qu'il aura le ballon en main, euh, sur de petits appuis et des changements de direction. Liam Williams, donc là vous l'avez vu une première fois, il a tendance à très très vite plonger dans les espaces et ensuite là dans sa circulation il reste assez régulièrement 15 mètres. sur ce fermé pour apporter de la menace, de la Hmm. menace sur la défense. Donc là encore une fois on le voit qui reste de ce côté là,
Ouais, qui rentre pas dans avec l'écran. finalement deux menaces chez les Gallois, hein, qui sont lui et Rizamit de chaque côté, deux menaces qui vont très très vite, et après devant les joueurs qui restent entre les 15. Si, si on a l'occasion à la fin, il faudrait que je vous montre, il y a quand il joue au Saracens, Liam Williams, il y a un essai des Saracens qui est exceptionnel en finale de Première Shield il y a 2 ans où il... Attends, je vais laisser, j'en Ah, tu parlerai peux, ouais. après, ouais. Mais là, on voit... Et du coup, encore une fois, Énorme. ce qui est intéressant, c'est de le voir justement jouer ses duels, aller chercher les espaces avant d'avoir la balle, Mm. ce qui au final est très perturbant pour les défenseurs, puisqu'on voit bon, clairement que, comme l'avait montré FG, les Français, on a tendance à monter pour l'extérieur, et que lui, il va essayer de pallier à ça, il va essayer de pallier ça en ayant une course vraiment, vraiment, vraiment fuyante Ouais. pour essayer de jouer un 2 contre 1 après face à Teddy Thomas. Énorme le décalage sur la Ouais, passe. Magique. incroyable. Tu vois, il est 2 fois face à Dupont. Et tu vois, je me demande si c'est pas fait exprès, tu vois. Parce que Dupont, qui est un joueur du coup qui monte très fort et qui a tendance à se déconnecter, à sortir de la ligne, tu vois, pour couper les extérieurs, est-ce qu'ils l'ont pas mis Qui, face à lui de manière volontaire, tu vois. ce qui expliquerait aussi la recherche justement de, de changement d'espace avant d'avoir la balle. Ouais, exactement. Parce que du coup, tu sais qu'il va monter fort, donc tu sais que tu peux l'avoir. Enfin, c'est. Attends. C'est ça. C'est bien vu. Ouais, il se décale systématiquement sur le temps de passe. Ouais, c'est magnifique. Là, celui-là, il est vraiment beau. Franchement, Dupont, il se fait vraiment avoir quoi sur celle-là. Et encore, il arrive à Ouais, il cravacher, cravache mais il était Ouais. moins fort là, sur celle-ci. il marque. Mais du coup, Et après, derrière, bon, ben, ça s'est laissé. hmm, Et on le pour, voit qui est toujours en menace dans ouais, le, dans dans le le fermé. fermé là. Et donc, Donc ouais, voilà. Donc, rôle bien différent quoi. deux joueurs, ouais, voilà, qui ont des rôles vraiment, vraiment différents. Qui bon, ben, sur les qualités intrinsèques ont deux styles de jeu qui sont un peu différents, et notamment dans la gestion du duel. On a vu sur les stats que euh, Brice Dulin avait cassé beaucoup plus de plaquages pendant le tournoi, et ça, enfin, selon moi je l'explique aussi par le fait que l'équipe de France, on a certainement beaucoup plus contre-attaqué que les Gallois, qui ont beaucoup abusé du jeu au pied au début du tournoi. Euh, et aussi parce que ben, justement, Liam Williams, c'est un joueur qui circule, qui joue beaucoup sur la circulation sans ballon, et qui va très très vite, mais qui n'est pas toujours mis en lumière sur les contre-attaques, comme vous avez pu le voir sur la réception de Tipuric, où en fait, euh, clairement, dans le système gallois, on va faire un temps sur les 15 mètres, ou en tout cas, on va faire un temps pour gagner un maximum de terrain, et après, derrière, on remet notre jeu en place. Ça s'est même beaucoup vu sur le début de match, où il y a une situation où les Français sont à 2 sur la largeur, et les Gallois vont Ils faire sont. un, Ouais, un temps sur les, ça un met pas en temps sur valeur les ses 5 qualités de mètres. Alors, contre-attaquant, trop leur système sur non, contre-attaque, qui non, est non, pas de non, forcément non, de pas du déplacer tout. le ballon sur le milieu du terrain et après d'aller chercher les grands espaces Non, quoi. ouais. Pour le coup, il joue plutôt comme un troisième ailier, un peu libre, que comme un deuxième 10, si on veut faire un peu un parallèle avec ce que tu avais dit sur du Lament. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que s'il y a bien un sujet qu'on ne peut pas aborder Ouais. en Le parlant de ce vrai match, débat. le vrai débat, c'est l'arbitrage. Ouais, l'arbitre, on sait où t'habites, on sait où t'es garé, tu vois. Et à un moment, nous, on est français, on aime boire des bières au clubhouse et insulter l'arbitre derrière la main courante. Et donc, c'est tout ce qu'on va pas faire ce soir. Je me suis un peu chauffé à essayer de réfléchir un petit peu sur l'arbitrage, ce que ça avait changé sur le jeu, et notamment sur le match de France, le France-Pays de Galles, évidemment. Je vais quand même vous parler de France. Voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer un petit peu, et d'essayer plus précisément de se demander comment, en fait, l'arbitrage vidéo, qui a été créé, du coup, pour faciliter le travail de l'arbitre, hein, c'est dit et redit par tous les acteurs. Comment c'est devenu autant, finalement, une contrainte qu'une ressource pour ces mêmes acteurs. Est-ce que, Donc, juste, voilà. FG, est-ce que tu auras besoin du son dans ta Vas-y. vidéo ou pas? Ouais, je vais avoir Ok, besoin du son, mais je l'ai coupé pour tous les moments où j'en ai pas besoin. très Oui, bien, tu peux la laisser. Je me suis déjà occupé de, très bien. de faire le tri. Euh,
Donc c'est comme une présentation un petit peu exploratoire. En vrai, je me suis grave amusé à faire ce truc-là et j'ai trouvé des sources vraiment très intéressantes pour étoffer un petit peu la réflexion. Donc je serais grave, je serais grave content d'avoir un petit peu vos retours un petit peu sur ça aussi, sur ce que vous en pensez de justement de tout ça, pour pouvoir éventuellement essayer de pousser un peu l'analyse plus tard. En tout cas, voilà, le contexte de création, la vidéo, l'arbitrage vidéo, ça vient d'où? Ça vient de quand? En fait, comme d'habitude, ça vient du rugby à 13. En tout cas, ça a été les premiers à l'avoir installé dans leur championnat australien en tout cas. Je vous ai déjà dit que c'était le championnat qui était le professionnel le plus tôt. Et c'est aussi un effet du professionnalisme que justement en fait d'avoir des caméras, parce que du coup on a des droits télé, c'est ça qui paye les joueurs. Et donc du coup ces caméras en fait elles vont, plutôt que de simplement être là pour diffuser le match, et ben en fait on va en faire un atout, une ressource. Et donc c'est comme ça qu'en fait la construction de la vidéo arbitrage va être mis en place, parce que voilà on va utiliser les caméras à des fins rugbystiques. Donc après voilà, tu peux lancer, hein, Ouais, Briac, là ok, c'est ok. juste des petits clips. Des D'accord. petits clips qui passent derrière en même temps que je parle, Ok. ça permet justement d'avoir un petit truc. Donc en fait là c'est la première action un petit peu qui a lancé le débat dans il faut mettre de la vidéo, de l'arbitrage vidéo dans le rugby. C'est un essai en finale de championnat de France en 1993 entre Castres et Bordeaux. Ouf. Et un essai à vrai dire, je ne trouve pas litigieux aux images, mais que apparemment tous les acteurs du match ont Scandaleux. trouvé un petit peu scandaleux, parce qu'en fait finalement le joueur là, Hubert qui réceptionne en fait aplatit bien, et Ah. l'arbitre ne le voit pas, et là il considère que la balle est relâchée, donc du coup il y a un joueur qui vient aplatir ensuite, un castré qui aplatit, et donc du coup l'essai sera accordé, ce qui donnera la victoire d'ailleurs du championnat de France à Castres, et qui laissera un Grenoble, c'était contre Grenoble, excusez-moi, pas Bordeaux, et qui laissera du coup un goût amer dans la bouche des Grenoblois. Il y a Sipanos Et qui donc en il paraît que c'est 93, Urda Pieta qui jouait déjà. exactement. En revanche, je verrais que c'est la bite, c'est Ouais, vraiment la bite qui tape. énorme. Donc voilà. Énorme. Filiation, C'est en au tout Parc des cas. Princes. C'est Santi au Parc des Princes, Ouais, ça. C'est bien. Putain, ouais. c'est énorme. Donc voilà, ça a été mis en place rapidement en fait dans ce contexte-là, parce que voilà, en 86, il y avait eu la fameuse main de Dieu de Maradona. Donc en fait, c'était vraiment l'idée, et c'est ça qui est important parce que c'est redit dans tous les textes. L'idée, c'était d'empêcher une équipe de gagner ou de tricher de façon claire et évidente. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas quelque chose de clair et évident à la vidéo, de toute façon, l'usage de la vidéo n'était pas judicieux. En tout cas, 20 ans plus tard, ou en tout cas plus de 20 ans plus tard, quasiment 30 ans plus tard, la NRL, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette ressource-là? Ils en ont fait quelque chose d'incroyable, d'incroyablement spécialisé, d'incroyablement divisé, puisqu'ils ont inventé le bunker, comme ils appellent ça, Ok. qui est en fait un endroit au milieu de l'Australie, enfin pas au milieu de l'Australie, mais séparé des matchs. Voilà, donc là je vous ai mis le petit clip de présentation qui fait du bien. On voit tout l'arsenal d'écrans, de fils, de boutons, de consoles qui est utilisé pour à chaque fois revoir chaque action potentiellement litigieuse qu'il peut y avoir dans un match. L'arbitre vidéo a grosso modo les mêmes prérogatives en NRL qu'en top 14 ou dans 6 nations, à l'exception principale, et très principale, que c'est lui qui a la décision finale. C'est-à-dire que quand il est consulté, c'est lui qui donne la décision. Il y a une petite cinématique que vous verrez un petit peu plus tard, sous fond d'ailleurs de publicité, parce que voilà, on est quand même là pour gagner de l'argent, faut pas se mentir, qui en fait donne un mot final en fait finalement au débat. Est-ce qu'il y a essai, est-ce qu'il n'y a pas essai, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Donc voilà, je vous dis que évidemment c'est du matériel très coûteux. Il faut quand même se rendre compte, quand je vous disais que c'était le championnat le plus professionnel, que les droits télé générés par la NRL, c'est 1 milliard de dollars. En comparaison au top 14, on est à 113 millions pour la période payée par Canal+, sur la période 2023-2027, donc les prochains droits, donc j'imagine un petit peu moins à l'heure actuelle. Donc ouais, enchaîne un petit peu là, là tu peux laisser filer. Là, c'est un moment où même quand justement en fait il y a un bug, grosso modo une erreur de manip au niveau de l'arbitrage vidéo, on voit que c'est quand même le bunker qui a le dernier mot, parce que même quand il appuie sur la mauvaise commande, il va quand même réussir par radio avec son arbitre de champ à lui donner la bonne réponse, alors que tout le monde avait très bien vu que l'action était légale, que l'essai était marqué. Vous allez pouvoir entendre le son là dans quelques instants. Donc voilà la petite cinématique, et là il annonce no try alors que justement il y a essai, agitation sur le terrain. Et Listen to l'arbitre this. répond. It's come up incorrectly on the screen. The video referee has confirmed it's a try.
qui lui dit non, il s'est trompé, mais vous en faites pas, il vient de me dire qu'il y a essai, et juste après, voilà, on remet le bon message. Donc voilà, ce qui est important, c'est que l'arbitre, c'est encore une fois, là, c'est vraiment l'arbitre vidéo qui a le dernier Ah mot, ouais, quoi. alors que Alors, l'arbitre sur le terrain, il est à. Enfin, je veux dire, là, l'essai, il n'y a pas grand chose de litigieux. On peut penser qu'il a échappé non, le ballon. clairement. Et tu vois, il peut siffler et c'est réglé, quoi. Personne n'en parle. Il attend que le mec de la vidéo lui dise non, il y a essai. Ok, c'est non. Ouais, bah exactement. Si tu veux, on peut en parler un tout petit peu d'ailleurs. C'est que effectivement, c'est d'ailleurs c'est un gros problème dans le rugby australien et ils essaient vraiment de limiter en fait le plus possible euh, le, la vidéo parce qu'en fait les arbitres sont en train de l'utiliser maintenant pour n'importe quelle action pour se protéger en fait pour ne jamais prendre une mauvaise décision et en fait du coup on a des matchs qui sont parfois très hachés et en fait il y a certains acteurs qui sont en train de suggérer de d'augmenter en fait le captain referral, là, les recours à l'arbitrage vidéo pour les capitaines, en fait d'en faire 2 par capitaine et un recours à l'arbitre à la vidéo pour l'arbitre et donc en fait de limiter à 5 le recours à la vidéo par match en fait. Ok. Ce qui serait une façon voilà de limiter à chaque fois pour n'importe quelle action Il y a un petit Sipanos peu qui te louche, demande, vu qu'en plus, suspicieuse quoi. il y a la question est-ce que toutes les décisions sont checkées ou c'est à l'appel de l'arbitre central comme chez nous? Non, C'est. c'est à l'appel de l'arbitre central. Ok. Et il doit aussi donner justement une décision, mais c'est ça qui est très drôle par rapport à ce qu'on va voir après, c'est qu'en fait lui il doit dire s'il pense qu'il y a essai, pas essai, faute ou pas faute. Mais en revanche, du coup ça n'a aucun effet sur le protocole, alors que c'est complètement différent justement dans le 6 Nations, et c'est ça qu'on va voir un petit peu dans ce premier extrait que je vous ai proposé, donc qui est directement en lien avec le match France-Pays de Galles, et c'est l'essai un petit peu litigieux de Josh Adams, mais que moi j'ai trouvé absolument incroyable dans la gestion de l'arbitrage de la part du duo, quoi. C'est un cours juridique en quelque sorte qu'ils nous ont offert, le duo Wayne Barnes qui d'ailleurs est juriste, enfin qui est avocat, et Luke Pierce. Là, il y a le Et second dans, extrait, je crois, si j'ai pas de bêtises après. ouais, Ouais. et dans effectivement, juste après là, il est lancé, donc vous allez pouvoir profiter un petit peu de tout De cet ça. échange. I know, mate, hang on. Barnesy, I'm going to come to you. We just let everyone calm down here a sec. Okay, everybody release now. Voilà, Merci. on prend la vidéo, on peut continuer. Christophe, you're miles away. Vérifier avec son Matt, arbitre qui so est trop I've got loin, celui-ci est on-field trop loin, celui-ci, ah oui, il try est for plus the proche. Donc, toi, grounding, qu'est-ce que t'en penses? but we need to On check va for the venir en potential parler. knock-on, don't we? Donc ils vont se refaire toute la chronologie de l'action. Donc j'accélère un petit peu parce que là ils reviennent un petit Let's peu roll sur it back to the les start of the échanges. Et fly là, hack voilà, through, il y a please. l'échange avec Look at the l'arbitrage actions vidéo. of the two wingers. L'arbitrage If that's okay, we then look at the potential knock-on by the replacement scrum half. If that's okay, we're on-field try. Donner son avis Voilà. sur l'arbitrage. Et à ce moment-là, voilà, donc du coup, ils ont refait toute la chronologie. Est-ce qu'il y a une perte de contrôle? Est-ce qu'il y a un en avant? Est-ce que, Boys, est-ce que just to le explain ballon est as we correctement go, it's a placé? bit of Donc a ils sont long en train one. de bien de There's détailler no tout ce qu'ils vont knock-on. devoir We're now checker just double-checking the un par ground, un. Et but puis we're là, on field try, okay? So the evidence must show us that it's clearly held up, otherwise it's a try. But we're doing our Luke work. Pierce qui explicite en fait le moment très important. Tu peux peut-être faire pause à ce moment-là Ouais. parce que du coup c'est une question qui est très importante. C'est que en fait là voilà ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème en fait jusqu'au moment où la balle était aplatie. Et en fait ce qu'on a entendu au début du clip, c'est que Luke Pierce a décidé que pour lui sa décision de terrain c'était essai. Et à partir de là en fait la grande différence avec le rugby à 13, c'est que charge à la défense de montrer qu'elle a empêché l'essai clairement, de façon claire et évidente, pour reprendre les termes juridiques, clear and obvious en anglais, que en fait l'essai n'a pas été aplati. Donc en fait, il faut produire une preuve. C'est encore une fois encore une fois à la défense, pour reprendre le terme juridique, quoi, de montrer que sans contestation possible, l'essai n'a pas été aplati. À l'inverse, si sa décision de terrain avait été décision de terrain pas essai, ça aurait été à l'attaque de prouver de façon claire et évidente que l'essai avait été aplati. Donc ça change quand même beaucoup le travail de l'arbitre vidéo. Et en fait, c'est une façon de justement pas reléguer l'arbitre de champ au rôle de simplement de Celui qui mannequin en subit, fait dans ouais, cette ouais, de celui situation-là. qui subit. De le responsabiliser. C'est lui, c'est exactement lui qui est le responsable de la situation. Et donc on peut absolument pas en vouloir à Wayne Barnes, qui fait d'ailleurs magnifiquement son travail, parce que je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a rien de clair et évident pour dire que l'essai n'a pas été aplati. En revanche, l'essai n'aurait pas été validé si Luke Pierce avait simplement dit, avec les mêmes images, moi ma décision de terrain n'est pas essai. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est vraiment très différent vis-à-vis de ce qui se fait ailleurs dans les autres sports, et notamment dans le rugby à 13, et que je trouve était particulièrement bien mis en lumière sur cette situation-là. Il y a, il y a- il y a-
il y a Laurent Lelouet qui fait la remarque. Il y a récemment un arbitre terrain qui a inversé une pénalité en voyant les images diffusées dans le stade, ce qui pose le problème de l'influence de celui qui choisit l'image diffusée. Ça, c'est évidemment Ouais, c'est un sujet du diffuseur, etc. Mais non. moi, ce qui m'intrigue dans cette action, c'est que Luke Pierce, il voit. En fait, pour moi, l'arbitre de terrain, maintenant, c'est quasiment son propre arbitre vidéo parce que tu vois les images en même temps que l'arbitre vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, je comprends pas que là, il ne se déjuge pas alors que bah, c'est toujours la notion de clair et évident, machin, tu vois. Alors que lui-même, enfin, tu vois, Wayne Barnes voit les images, mais c'est pas comme si lui les voyait pas, il écoutait juste et qu'il avait les yeux bandés, tu vois ce que je veux dire? Et donc Ouais, c'est ça alors que j'ai du après, mal à Wayne Barnes, comprendre. il les voit, en fait, il voit tous les angles, et ça, c'est un truc sur lequel je vais arriver un petit peu plus Ok. tard. C'est que, en fait, là, en fait, il a pas qu'un seul, il a pas qu'un seul écran, et sur son écran, il a Mm. plusieurs angles, Wayne Barnes, Okay, contrairement à Luke, Luke Pierce. Donc, it is not. c'est pas autant la salle de commande du MI6 que le bunker en NRL, mais c'est quand même Pas un mal truc déjà. un petit peu propre. Et, mais ouais, ce qui change effectivement, c'est que, en fait, complètement, c'est la question. Et sa responsabilité, Clearly held up throughout, so I elle est complètement cannot mise overrule en your avant là-dessus. on-field Et decision. ce qui passe au So stade, en please fait, c'est stay qu'une with partie your de la réalisation. on-field Et le decision reste of de a la try, réalisation, c'est please. That's l'arbitre fine. vidéo So qui est chalk là things pour off. faire No régie. obstruction, no knock on. On field. Euh, J'ai l'impression que, désolé, bon, je t'en j'ai prie. l'impression que sur le top 14, on est sur une troisième. Là, j'ai l'impression que c'est une démarche un peu hybride et que sur le top 14, on est sur l'inverse de la NRL où là, on a l'impression que finalement l'arbitre vidéo, il a presque, il est presque juste là pour commenter les images et où les arbitres prennent beaucoup la responsabilité sur le terrain. Mais je suis complètement d'accord. Et en fait, ça tient vraiment au duo d'arbitres qui est en fait mis en place. Et c'est exactement le point sur lequel je vais venir. Try, Donc and no on definitive peut peut-être evidence to avancer, mais show en it fait, was je me held suis up, so intéressé we can beaucoup à la award the try. composition des That is équipes correct. arbitrales. Yeah, Parce que so moi, je sais pas si vous we've all avez been été, through the vous avez process. There's no été clear interpellé evidence par of a ça, mais hand. We had a look for moi, you, Wayne but Barnes it's à on, la vidéo, but it je was l'ai pas on-field souvent vu. try, Pour so moi, just Wayne Barnes, c'est un arbitre de champ, c'est le meilleur arbitre de champ du monde. Et moi, je suis complètement fan de ce mec. Et le voir justement dans Carégie, ça m'a un petit peu interpellé. Donc, j'ai réussi à mettre les mains Ah, sur mais la composition je des suis équipes. désolé. Là, on va trouver je sais pas, on va faire ding 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 parce que là, les sélections, les exclusifs, les apprentis, les Ah, je sais. tauliers. Non, là Je me suis sur le régalé. délire Je me suis sociologique, régalé. là, tu nous en J'adore. mets Eh, plein la C'est vue pour là. les c'est pas du nommer. rêve. C'est pour faire des petites Bah familles oui, parce bien qu'il sûr. fallait bien les nommer. Mais Il nous a pas Donc, sorti désolé. de Béance ou Non, des gros trucs rien de encore. tout ça. Rien de Mais tout ça ça. viendra, j'espère bien. En tout cas, voilà la composition des équipes arbitrales. Et il y a beaucoup de choses en fait, qui m'ont sauté aux yeux de façon enfin, qui étaient vraiment parlantes. Donc là, je vous les ai mis, mais juste, je vous ai mis des captures d'écran avec une mauvaise réalisation que je maîtrise pas vraiment. Donc, je vais les commenter pour vous. Ce sera de toute façon beaucoup plus intéressant. En fait, il y a trois types en fait d'arbitres vidéo. Il y a ceux qui sont des arbitres vidéo exclusifs, donc, comme je l'ai expliqué, donc en fait qui n'ont fait dans le tournoi à destination que l'arbitrage vidéo. Et ça, c'est Tom Foley qui l'a fait 4 fois et Joy Neville, l'Irlandaise, qui l'a fait 3 fois. Il y a ceux que j'ai appris les apprentis parce qu'en fait, ils sont à la fois en position d'arbitre assistant et aussi parfois en position d'arbitre vidéo. Donc en fait, on leur donne l'occasion d'accumuler de l'expérience, mais sans jamais finalement leur donner encore complètement les clés du match. Là, c'est Carl Dixon et notamment Alex Ruiz qui a été 3 fois arbitre vidéo et une fois arbitre assistant. Et puis après, il y a les tauliers, quoi, les arbitres les plus expérimentés, Barnes et Romain Poit, qui a été 2 fois arbitre vidéo. Et qui. C'est j'ai audacieux. vu ça le mot. Ouais, c'est Excellent. ça. Non, mais La troisième ligne, voilà, s'il vous plaît. c'est- c'était simplement pour avoir un petit support visuel, mais voilà, écoutez ma douce voix plutôt que de lire ces mauvaises images. En tout cas, ce qui m'a paru ainsi très intéressant, c'est que du coup, au-delà de cette répartition des tâches, et on voit qu'en fait, c'est plutôt sur les matchs de la fin du tournoi que en fait Barnes et Poit interviennent, alors que sur du début, c'est plutôt en fait ceux du début. Donc en fait, on place grosso modo les arbitres les plus expérimentés sur les matchs qui vont être potentiellement les plus à risque en termes de pression. Et aussi, le truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que si vous regardez, en fait, et là, il n'y a aucune exception, tous les arbitres vidéo sont toujours de la même Même nationalité que les nationalité. arbitres Ouais. principaux. Ah, énorme. Et ça en dit quand même assez long sur à quel point on veut que la communication entre les deux soit bonne. Et quand on voit en fait à quel point la communication entre Pierce et Barnes a été excellente, on voit à quel point c'est utile. À une limite près, c'est que quand en revanche chez Reynal et Ruiz et qui doivent parler en anglais, parce qu'en revanche on veut qu'ils parlent en anglais, bah là c'est plus compliqué. On voit que le règlement a quand même été fait par des anglophones et qu'on se demande pas trop si les Français parlent encore en anglais, quoi. En tout cas, voilà, le fait d'avoir un bénéfice de communication, à mon avis, dans la tête de World Rugby, c'est fait pour
comme d'habitude, essayer de réduire le temps d'intervention de la vidéo. Et donc du coup, ça a été un petit peu la troisième question sur laquelle je me Sauf suis un que petit peu faire penché. deux Français avec l'accent du Sud qui parlent anglais ensemble, je pense que ça allonge le temps de la vidéo, tu vois. Ah, Je ça pense que c'est du sûr. coup, Ça c'est sûr. Mais du coup, pour ce match où il y avait deux Anglais pour le coup, en plus enfin, aux commandes, il y a quand même 180 secondes en moyenne sur les 5 interventions de la vidéo qui ont été passées, donc ce qui est quand même très très long. Alors qu'en 2019, il y a 2 ans, on était à une intervention en moyenne qui durait 81 secondes, plus de la moitié. Ouais. En 2014, 5 ans avant encore, on était à 33 secondes. Et en 2009, on était à 17 TMO sur l'ensemble du tournoi. Et le maximum de la longueur, de la plus longue intervention vidéo était à 1 minute 50. Par exemple, celle de Willemsel, elle était à plus de 5 minutes. Ouais. Donc en fait, on voit vraiment, en fait, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, il y a de plus en plus de vidéos. Il y en a de plus en plus longues, elles sont de plus en plus longues. Et on a beau essayer de trouver voilà, de faire des espèces de petites organisations pour s'empêcher de le faire. En fait, les arbitres peuvent pas s'empêcher de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il y a énormément d'angles en fait à vérifier. Et c'est ça que Barnes dit plusieurs fois dans le match. C'est qu'en fait, il dit just wait for one more angle is coming. Et en fait, je me suis amusé à compter aussi le nombre de caméras qu'il y avait au Stade de France. Et je suis pas sûr d'avoir fait le tour, mais moi j'en ai compté au moins 12. Donc c'est la suite, Ouais. tu peux lancer le truc. En fait, il y a 12 caméras qui filment systématiquement l'action. Donc même si toutes les caméras sont pas judicieuses pour chaque action, notamment les actions en coin, les actions d'essai, grosso modo celle qui est dans le coin opposé, elle va pas du tout être utile. Mais là, du coup, je vous ai mis une petite compilation des différents champs qui peuvent être utilisés pour les vidéos. Tu peux laisser filer. Ouais. Et en fait, il y a 12 caméras différentes entre les spider cam, les caméras qui sont derrière les poteaux sur des perches, Les angles opposés. la caméra en tribune, la caméra plan pêcheur, les caméras qui sont à côté, qui sont aux 4 coins du terrain, le caméraman libre qui court à côté sur le long de la ligne de touche à côté du ballon. En fait, on a un nombre d'angles absolument mirobolant. Je me suis amusé à vous les placer sur le petit champ là, comme ça, mais et du coup, il y en a sûrement Il beaucoup. manquait plus que les petits champs de vision comme ça et le terrain était parfaitement quadrillé, tu vois. En fait, il y en a sûrement d'autres. Et en tout cas, voilà, il y a beaucoup d'angles à vérifier. Et en fait, on voit à quel point la réalisation, c'est à pénétrer en fait le rugby. Et comme je le disais, en fait, on avait essayé d'en faire une ressource au départ en utilisant les caméras qui étaient là pour essayer de clarifier certaines actions de façon claire et évidente. En fait, là, c'est devenu l'inverse. On est devenu dans le détail. Et en fait, on a tellement d'angles que maintenant, on est obligé de tous les traiter de façon exhaustive parce que sinon, on va se faire reprocher d'avoir grosso modo bâclé le travail, même quand c'est encore une fois clair et évident. Ce qui allonge le temps de la vidéo et ce qui montre à quel point, encore une fois, la réalisation elle a pénétré le rugby. Et si tu laisses la suite, là, je vous ai mis du coup un extrait du règlement de World Rugby sur l'arbitrage vidéo. Et en fait, il y a une règle qui demande, que je vous ai mise en bas, tu peux avancer, parce qu'elle va être en rouge, voilà, qui indique clairement, il y a une règle qui stipule qu'en fait, simplement, quand la décision a été prise, l'arbitre vidéo doit répéter la décision pour permettre au réalisateur de rebasculer la caméra sur l'arbitre de champ pour qu'on ait grosso modo un plan au moment où il parle et qu'il fait un geste, quoi. Et je trouve que c'est un bon exemple, encore une fois, de à quel point les logiques de réalisation, elles sont en train de pénétrer le rugby. Et c'est aussi ça, en fait, la professionnalisation, quoi. C'est pas simplement, on peut pas simplement utiliser une ressource et penser que, grosso modo, on va l'utiliser comme on veut. En fait, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, on est aussi utilisé par elle. Et au même titre qu'en fait, on arrive à déterminer plein d'actions, en fait, on est aussi utilisé par la réalisation et par les logiques de réalisation. Et en fait, voilà, maintenant, en fait, il y a des règles qui sont écrites en fonction de ce que les réalisateurs demandent en termes de réalisation sportive. Donc voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, et je vous promets, je m'arrêterai ici, c'est du coup là une redéfinition un petit peu des rôles dans l'équipe arbitrale. Et donc là, je vais utiliser le clip de l'arbitrage sur Willemsé pour en parler, parce qu'en fait, avant, en fait, les arbitres assistants avaient énormément de poids. Ils échangeaient longtemps avec les arbitres de champ pour un petit peu connaître la décision. Donc là, on voit qu'il y en a un qui le fait, et c'est généralement ceux qui sont les plus proches de l'action. On l'a vu avec l'action de Josh Adams. Mais en fait, là, on va voir que dès que le dialogue s'enclenche entre l'arbitre de champ et l'arbitre vidéo, en fait, les arbitres assistants, en fait, ils sont plus du tout invités dans la discussion. Et pour trouver de l'utilité, en fait, ils vont se trouver une autre tâche qui est en fait de gérer les équipes. En fait, on va voir que voilà, l'arbitre assistant, il va rentrer sur le terrain
Et en fait, c'est lui qui va venir s'occuper grosso modo de Charles Olivon et des Français qui commencent un petit peu à râler pour libérer en fait Luke Pierce de cette obligation-là pour qu'il se concentre uniquement sur le dialogue avec Wayne Barnes. Ils font des grands En fait, sprints, les gars, voilà. Ouais, des grands sprints, c'était chaud parce qu'après 5 minutes, après 5 minutes d'inactivité, ça commence à être un petit peu long. Voilà, en tout cas, voilà, encore une fois, voilà, un dernier exemple pour montrer à quel point, encore une fois, on est utilisé en même temps qu'on utilise cet arbitrage vidéo, à quel point ça modifie à la fois les règles, ça modifie le jeu, et à quel point ça fait aussi des actions qui sont quand même incroyables. On voit à quel point on est passé grosso modo de l'idée où on cherchait que le clair et évident pour s'empêcher une nouvelle main de Dieu de Maradona, en fait, à un travail de la fourmi, à un travail d'enquêteur, chaque action, chaque détail, chaque plan, chaque angle. Et Tout en fait, on compte, voit à quoi. quel point On on doit a tout été éplucher. happé là-dedans, quoi. On a Ouais, été ouais. happé là-dedans, quoi.